D'abord, je me présente en une seconde parce que je crois que c'est important, quand quelqu'un parle, de savoir qui il est et de quelle place il s'arroge aussi pour parler. Quel est le crédit qu'il peut, sur lequel il peut se baser pour évoquer ce qu'il va dire. Ça fait plus de 30 ou 40 ans maintenant, je ne sais plus compter, que je milite pour la paix au Moyen-Orient sur base de 2 États. Que ce soit d'abord dans la structure de la paix maintenant, avec des amis, on a créé en France une structure pour soutenir le mouvement israélien qui a été créé dans les années 77-78 en Israël. Et puis, depuis 3 ans, à l'initiative, avec d'autres, de J-Call, cette expression d'une partie de la diaspora juive en Europe qui se bat aussi pour la base de 2 États. Je crois que c'est très important que vous le compreniez. C'est-à-dire que vous allez entendre ici la parole d'un militant, pas d'un observateur qui va regarder sur le banc de touche un match et va dire il y a 2 équipes sur le terrain et il y en a une qui marque des points, l'autre qui perd ou l'autre qui gagne, je ne sais pas. Je suis d'une certaine façon un peu sur le terrain aussi, quoique à distance, pour trouver une solution à ce conflit, parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'action peut infléchir les situations, qu'il y a des dynamiques qu'il faut savoir utiliser et il faut les favoriser et ne pas faire, même si on veut partager un même objectif, mener des actions qui vont à l'encontre de ces dynamiques-là. Je crois que c'est important pour moi de faire ce préambule. Alors, la question qui est posée à cette table ronde est la suivante. La solution à 2 États est-elle encore possible ? La poser ainsi, déjà, pour moi, ça me fait penser à évoquer 2 idées. D'abord, que la solution à un État semble écartée dans la formulation de la question. Et je pense que c'est bien pour ceux qui, pour certains en Europe encore, au nom de certains fantasmes idéologiques ou de certaines visions de la région, pouvaient imaginer qu'une solution à un seul État pouvait être un objectif atteignable pour les populations. Je crois que c'est bien, enfin, qu'on comprenne que ce n'est pas d'actualité. Tout ça a été d'ailleurs dit tout à l'heure dans la table ronde précédente. Peut-être que dans les générations à venir, je ne sais pas, Denis l'a évoqué, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas, il y aura des évolutions. Il y en aura certainement dans la région s'il y a 2 États, vers une confédération plus large. Mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité parce que les 2 peuples n'aspirent pas à cela. Les 2 peuples sont attachés à leur identité nationale, culturelle et religieuse en partie. Et c'est évident que ce n'est pas cette solution qu'il faut promouvoir. Et on n'a qu'à voir ce qui s'est passé partout dans le monde, que ce soit dans les Balkans, où je ne veux pas parler de la Belgique, les problèmes qui se posent, pour imaginer qu'une solution d'un seul État puisse être un objectif, en tout cas dans la région. Deuxième aussi idée, c'est quand on dit cette solution est-elle encore possible, cela sous-tendrait qu'elle a été possible dans le passé et qu'elle puisse ne plus l'être aujourd'hui. Alors, là aussi, j'émets une première réserve. C'est vrai qu'à la suite des accords d'Oslo, on a vécu quelques mois, ça a très vite disparu malheureusement, une période d'euphorie où on pensait que tout était possible, on allait aboutir à un accord de paix. Je me rappelle que cette époque-là, la gauche israélienne, le camp de la paix, avait arrêté de se mobiliser parce qu'on pensait qu'enfin, il y avait un gouvernement dirigé par Rabin à l'époque qui allait mener ces négociations, qui allaient aboutir. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais vous la connaissez aussi bien que moi. Ce n'a pas marché comme cela parce que ce n'était pas forcément inscrit dans un processus. Et tout à l'heure, quand Jean-Pierre Chagnolot, en lisant Libération d'il y a 18 ans, a dit les titres de l'époque auraient pu être écrits aujourd'hui et que Jean-Pierre Filiou lui a répondu « Mais attends, 18 ans, il se passe des choses ». Oui, il se passe des choses en 18 ans. Il s'est passé énormément de choses en 18 ans, où on est passé d'une phase où il y a 18 ans, on pensait arriver rapidement ou dans les mois ou années à venir à un accord de paix, à une phase de méfiance, de haine, de recul énorme dans la région où les 2 peuples se sont opposés militairement dans une guerre, parce que c'était une guerre, ce qu'on dit intifada, beaucoup plus qu'une révolte, comme l'a été la première intifada, très dure, et qui a laissé des traces dans les 2 côtés des 2 populations, et beaucoup de méfiance. Et maintenant, on en revient à un processus de... On essaye de rétablir une confiance. C'est très important, la confiance, parce que s'il n'y a pas la confiance, vous ne pouvez pas demander au peuple, je ne parle pas des dirigeants politiques, au peuple d'accepter des compromis inévitables que les uns et les autres seront obligés de faire pour trouver une solution à ce conflit. Donc, on est entré dans une phase, aujourd'hui, de rebâtir cette confiance, parce que non pas, à la différence d'il y a 18 ans, où on pensait y arriver parce que c'était l'espoir qui évoluait dans la vague d'Oslo, non, aujourd'hui, on y arrive
par réalisme. Et je crois que c'est important de le comprendre. C'est cette démarche-là du réalisme que je vais essayer de promouvoir à cette tribune. J'y colle l'appel à la raison que nous avons lancé. Il y a le mot raison. Tout à l'heure, ça a été évoqué aussi à cette table. Il faut avoir, vis-à-vis de cette région passionnée et qui soulève des engagements de part et d'autre, souvent irrationnels, il faut avoir une démarche rationnelle pour comprendre la situation. Et les seuls moyens d'y trouver une solution, c'est d'avoir cette démarche pragmatique fondée sur l'analyse des rapports sur le terrain de ce que veulent les populations. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure, les sondages montrent qu'il y a aujourd'hui en Israël et en Palestine une majorité pour une solution politique sur base de 2 États. Un récent dernier sondage, je ne vais pas vous assommer de chiffres, du mois de décembre dernier, montrait que 63% de la population israélienne et 53% de la population palestinienne sont pour la solution à 2 États. Et Denis avait raison de dire aussi que si vous posez la question à ces 2 populations, est-ce que vous croyez que c'est possible, vous aurez aujourd'hui à peu près les mêmes rapports qui vous diront non, ce n'est pas possible. Donc il y a à la fois la compréhension par réalisme que c'est l'objectif à atteindre, et puis les blocages qui pensent qu'il n'y a pas aujourd'hui de processus capable de permettre que cette solution dont tout le monde connaît les contours puisse être mise en place. Donc notre démarche vis-à-vis de cela est la suivante, c'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche à la fois bâtie sur le pragmatisme et non idéologique. Ne pas venir avec la volonté de chercher la justice pour l'un ou pour l'autre totale. Parce que qui réclame la justice pour l'un camp ou pour l'autre, ou avec toutes les revendications ou de l'un ou de l'autre, ne peut pas trouver une solution. Il faut avoir une démarche qui parte en compte, qui part du principe qu'il faut analyser de façon pragmatique comment résoudre les problèmes de façon à ce que les 2 peuples puissent résoudre leurs revendications nationales dans un territoire aussi étroit. Et pour cela, il y a 3 principes que je vais évoquer. Premier principe, l'abandon des rêves de part et d'autre, d'une souveraineté totale et de la réalisation de toutes ces aspirations nationales. C'est impossible. Les Palestiniens ont autant de droits à construire leur État à Jaffa et à Haïfa compte tenu de leur histoire, que les Israéliens ont autant de droits de revendiquer, je dirais, historiquement, en vertu de leur compréhension de leur mouvement national sioniste, d'être à Tel Aviv ou d'être à Hébron. Ce n'est pas cette démarche-là en vertu des droits idéologiques qu'il faut avoir, mais en vertu des réalités sur le terrain qu'il faut promouvoir pour trouver une solution. Deuxième principe, affronter la réalité telle qu'elle est. Et ça veut dire, pour les uns et pour les autres, d'avoir une véritable révolution mentale qui n'est pas simple à se faire. Et je vais 2-3 exemples pour illustrer ce que cela signifie. Pour les Israéliens, c'est accepter le démantèlement de colonies qui resteraient du côté des Palestiniens dans le cas d'un accord. Sachez d'ailleurs, je suis régulièrement les programmes de la télévision israélienne par le câble, ce sont des débats aujourd'hui qui sont ouverts sur les chaînes publiques israéliennes pour savoir quelles colonies on va démanteler, quelles vont être les compensations qu'on va devoir donner à tel ou tel habitant pour revenir, etc. C'est un débat ouvert maintenant qui ne se faisait pas il y a quelques années. Deuxième problème que les Israéliens devront accepter, non pas problème, mais enfin révolution mentale qu'ils doivent accepter, c'est le fait d'accepter que tous les prisonniers palestiniens, je dis bien tous les prisonniers palestiniens, pas les prisonniers, je dirais, qui ont fait des actes de vol ou de crimes, évidemment je parle des prisonniers politiques, puissent être libérés dans le cadre d'un échange politique, même ceux qui ont vu du point de vue israélien, qui ont commis des attentats terribles, qui ont tué des civils dans les villes israéliennes. Et cela, c'est un processus inévitable qu'ils vont devoir accepter. D'ailleurs, ils le font, puisque dans le cadre de l'accord des négociations en cours avec Kerry, vous savez bien qu'il y a eu un certain nombre de prisonniers qui ont été libérés, notamment ceux qui avaient commis des attentats sur des populations civiles. Et troisième point, du côté israélien, accepter qu'en vertu d'un accord à venir, ils ne puissent pas garder le contrôle sur des lieux qui, pour eux, sont saints, et notamment accepter le partage de Jérusalem. Voilà des faits qu'ils seront obligés d'accepter. Quant aux Palestiniens, il faudra inévitablement qu'ils comprennent et acceptent et intègrent, et certains l'ont fait, je le sais, que tous les descendants des réfugiés ne pourront pas revenir dans les territoires qui constituent l'État d'Israël après sa création, et qu'il va trouver un moyen de trouver des réparations pour que ce problème soit résolu d'une façon définitive, qui ne puisse plus, à l'issue d'un accord à venir, y avoir encore d'autres revendications dans les années qui suivront cet accord pour d'autres réparations. Il faut solder ce conflit sur tous ses aspects, y compris, je le dis, pour
ça ne concerne pas les Palestiniens, mais ça concerne peut-être l'ensemble du monde arabe, à ce moment-là, le coût, enfin, la réparation à l'égard des Juifs qui ont dû quitter les pays arabes à cause de la création d'Israël, du fait de la création d'Israël. Enfin, imposer un calendrier pour aboutir à une solution. Enfin, est-ce que c'est encore possible techniquement? J'ai une minute. Bon, tu vois, j'ai été optimiste, je pensais que je n'utiliserais pas tout mon temps. Est-ce que c'est encore possible? Oui. Oui, pourquoi c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les cartes uniquement, il y a une homogénéité des populations. Sur le territoire israélien, je ne dis pas sans la Cisjordanie, il y a 80% de la population est juive, en gros, 78%, peu importe, et 20 ou 22% ne l'est pas. Du côté de la Cisjordanie, grosso modo, il y a à peu près 80% de la population qui est arabe et 20% qui est population juive. Donc, il y avait une certaine homogénéité. Deuxièmement, cette répartition des populations par zone permet aujourd'hui, en trouvant un accord, et le principe en a été acquis, de faire des échanges de territoire. Si Israël, dans le cadre d'un échange, conserverait entre 2, 4 ou 6%, je dirais, selon les scénarios, et donnant des territoires ailleurs pour garder ces territoires de Cisjordanie, pourrait permettre à ce que la majorité, les 3/4 des colons resteraient sans être déplacés, et juste un quart ou un huitième, en fonction des scénarios, aurait à être déplacés. C'est important parce que je crois que c'est cette démarche-là pragmatique qu'il faut avoir en tête pour trouver une solution à ce conflit. Voilà. Enfin, je reviens d'Israël, mais ça on en parlera plus tard peut-être. Il y a aujourd'hui un climat, parce qu'avec les négociations de Kerry en cours, il commence à être, moi j'étais la semaine dernière là-bas, un sentiment qu'on est à une veillée d'armes, que tout le monde prépare le débat, et on s'attend à ce qu'effectivement ces négociations, en tout cas, mettent les problèmes sur la table, et les deux côtés se préparent en tout cas à militer pour trouver une solution qui est la seule possible, celle du partage. Merci. Merci.